Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Graveur de mémoire. Graveur de mémoire. Cette collection, consacrée à l'édition de récits de vie et de textes autobiographiques, s'ouvre également aux études historiques. Depuis 2012, elle est organisée par série en fonction essentiellement de critères géographiques mais présente aussi des collections thématiques. Déjà paru. Mathieu, Jean-Marie, Souvenirs de guerre d'Algérie, 2014. Duhart, Jean-Pierre, C'est long une vie pour se souvenir de tout, 2013. Notara, Paltin entre la croix et le croissant, Les Notaras, une grande famille de Méditerranée orientale, 2014. Messoua Kabois, Luabeya, une jeunesse congolaise, de Loulouabour à Kinshasa, 2013. Charbon, Paul, L'aventure des frères Pathé du coq au saphir, 2013. Frelot, Jean, Le graveur et le petit renard, lettre d'un artiste du livre à ses amis éditeurs, 1939 à 1948, 2013. Felrad Bakar, Francine, Terrain vague, 2013. Nguyen Ki Nguyen, Saïgon après 75, une histoire oubliée, 2013. Ebner, Olivier, venu de Bukovine, itinéraire d'un survivant raconté par son fils, 2013. Ces 8 derniers titres de la collection sont classés par ordre chronologique en commençant par le plus récent. La liste complète des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consultée sur le site www.harmattan.fr. Chapitre 1 : Naissance de ma vocation. C'est à 10 ans que j'ai voulu être infirmière. Je suis née à Midelt, charmant village du sud du Maroc au pied du Haut Atlas, que je ne quittais jamais et où enfant, je passais avec mes amis de très bonnes vacances. Nous jouions dans les jardins publics, allions au cinéma voir Laurel et Hardy, Tarzan ou tout simplement les merveilleux dessins animés de Walt Disney, faisions des parties de cache-cache dans les champs de maïs, sautions à la corde ou à la marelle sur les routes où il ne passait qu'un autocar à midi précise. Nous fréquentions surtout assidûment la piscine du camp militaire français. L'entrée était gratuite, mais seuls les enfants français et algériens y avaient accès. C'était ainsi. Dans ce petit village d'environ 300 familles, tout le monde se connaissait. Pendant les vacances scolaires, personne ne partait et tous les élèves de l'école se retrouvaient avec plaisir. Il y faisait bon vivre. Les journées d'été, la température montait facilement jusqu'à 37 ou 39 degrés, mais les nuits étaient souvent très fraîches. Les adultes se rencontraient sur la place du village, écoutaient de la musique, dansaient, buvaient une dernière bière, tandis que les enfants avaient droit à une limonade la cigogne ou à une menthe à l'eau. La télévision n'existait pas. Les familles aimaient se retrouver pour bavarder, se détendre, éviter l'isolement, dans un grand climat de fraternité. Lors d'un décès, la majorité de la population était présente à l'enterrement. Je n'ai retrouvé nulle part une telle atmosphère. Une sécurité totale, on dormait portes et fenêtres ouvertes. Un matin, juste à la fin de l'année scolaire, mon père me fit part de cette décision. Cet été tu partiras en colonie de vacances à Salé. Je ne sais pas où se trouve Salé, et je ne comprends pas ce qu'est une colonie de vacances. Je pensais qu'on y faisait travailler de force les jeunes enfants, pour préparer leur avenir. Et je suis allée me réfugier chez une amie pour pleurer, et lui raconter les projets de mon père. Avec mon amie Madeleine, nous prenons le livre de géographie de sa sœur aînée, et cherchons où se trouve Salé. Mon Dieu que c'est loin. Mais comment vais-je y parvenir? Ici il n'y a que l'autocar et il s'arrête à Meknes. Je fais un peu d'opposition. Devant la sévérité de mon père, il vaut mieux obéir. C'est la mort dans l'âme que je le vois mettre mes affaires dans une petite valise. Il m'achète des chaussures genre mocassin, moi qui marche souvent avec des nu-pieds en sandalettes légères ou en babouche. J'en suis très malheureuse. Les nu-pieds d'alors ressemblaient un peu aux tongs d'aujourd'hui, une semelle avec une bride. Mon père m'explique qu'il m'accompagnera jusqu'à Meknes, et qu'ensuite une dame regroupera les enfants venant de plusieurs régions pour un séjour à la mer. Il trouve que je grandis très vite et que je suis trop maigre. Le bon docteur Tonello de notre village lui a conseillé de m'envoyer au bord de la mer pendant les vacances. De Meknes à Salé, il faut prendre un train de nuit dans lequel chacun a sa couchette. Nous arrivons à Rabat au petit matin, et un car nous conduit au camp de vacances de Salé. Dans ce train de nuit, j'oublie mes mocassins.
Je préfère rester avec mes nu-pieds. La colonie occupe un ensemble de grands bâtiments bas, dans un parc boisé, avec des dortoirs aux multiples lits alignés. On doit glisser sa valise sous le lit et mettre dans la table de nuit la trousse de toilette. Un autre bâtiment abrite la cantine, et un dernier est réservé au lavabo et au WC. Bien évidemment, garçons et filles sont séparés. Nous nous retrouvons tous dans la cour pour jouer. Je fais partie d'un groupe de petites filles d'une dizaine d'années, les autres ont entre 12 et 16 ans. Je suis extrêmement timide et me tiens tranquille dans un coin à jouer aux osselets, seule ou aux cartes, quelquefois avec une autre camarade de mon âge. Les grandes, dont les jeux me paraissent bien brutaux, nous ignorent superbement. Le courrier est distribué tous les matins, et tous les matins j'attends une lettre qui n'arrive jamais. Les après-midi nous allons à la mer, en rang, bien disciplinés. J'ai l'impression qu'il y a des kilomètres pour y parvenir. La mer me fait peur, toute cette quantité d'eau à perte de vue que je vois pour la première fois. J'accepte d'y tremper les pieds mais pas plus, marche arrière toute. Je préfère rester allongé sur le sable ou faire des pâtés. Au bout de quelques jours, une monitrice plus attentionnée que les autres me prend par la main pour m'entraîner dans les petites vagues et jouer avec le groupe des petits. Pour la première fois, j'y prends un peu de plaisir, et je commence au fil du temps à avancer un peu plus loin dans l'eau, jusqu'à ce qu'un grand garçon chahuteur décide de faire boire la tasse à toutes les filles. Il arrive derrière moi, sans que je le voie, me tire par les cheveux et je tombe en arrière au moment où déferle une grosse vague. Et je bois la tasse. Je veux me relever, impossible. Une autre vague succède à la première et je commence à suffoquer. À la troisième ou quatrième vague, je n'ai plus aucune force pour me retourner ou me relever. J'ai l'impression que chaque vague m'entraîne avec elle. Je suis tout simplement en train de me noyer. Et personne pour m'aider. Je vois mes camarades s'agiter autour de moi, indifférents ou aveugles à ce qui se passe à leurs pieds. Je réunis mes dernières forces pour me remettre sur le ventre et, genoux à terre, j'arrive enfin à soulever la tête et recracher l'eau que je viens d'avaler. J'ai eu si peur de mourir que c'est en larmes que je me plains à une surveillante. Au lieu de me consoler, elle me rabroue avec une rudesse qui me terrorise un peu plus. « Arrête de chouiner, me dit-elle, et va jouer. » C'est pour moi encore plus violent que de boire la tasse. De retour à la colonie, je regagne mon lit, prétextant un mal de tête, et refuse de manger. Le lendemain, je m'obstine à ne pas quitter mon lit, je fais semblant d'avoir mal au ventre et envie de vomir. Je reste ainsi couchée quelques jours faisant croire que je suis souffrante, pendant que tout le monde part à la mer. Un matin, je reçois enfin une lettre de mon père. Il dit avoir eu de bonnes nouvelles de moi. Par qui mon père a-t-il donc eu des informations à mon propos ? Il m'apprend que Moustique, notre chien, est mort en revenant de la chasse, ce qui me déclenche une nouvelle crise de larmes. Pour finir, il m'annonce que je vais rester un mois supplémentaire puisque tout se passe si bien. Ça n'est pas possible, tout se lie contre moi. Je fais cette fois une véritable dépression. Je ne mange plus, je ne tiens plus sur les jambes, ce qui entraîne finalement la décision de m'hospitaliser. Sauvé. Je quitte ce monde de brutes. J'en ai assez de marcher sans fin pour aller à la mer. Mais pour le coup, de n'avoir rien mangé pendant plusieurs jours m'a vraiment fait perdre mes forces. Je suis hospitalisée dans une chambre à 2 lits, mais seule. Tant mieux, je suis tranquille. De mon premier jour d'hospitalisation, je ne garde aucun souvenir. J'ai dû dormir tout le temps. Lorsque je me réveille, j'ai une perfusion intraveineuse et une religieuse se tient à mon chevet pour me faire manger. C'est impressionnant, cette sœur habillée d'une longue robe noire avec un tablier blanc, portant une cornette immense et immaculée. Elle est assez jeune et même jolie. J'ai su plus tard qu'elle faisait partie des sœurs de Saint Vincent de Paul. Elle me parle doucement, avec beaucoup de gentillesse. J'ai envie de lui faire plaisir, et me remets à manger. Je lui demanderai plus tard de prévenir mon père que je ne voulais plus rester à la colonie de vacances, qui était pour moi une torture. Tous les jours, j'attends le passage de la sœur dont j'ai oublié le prénom, mais je l'attends, je guette ses pas que je reconnais et je lui souris. Ce qui lui fait dire que je vais beaucoup mieux. Je suis admirative des soins qu'elle me prodigue. Et voici que je commence à rêver. Et si moi aussi je devenais une sœur pour soigner les malades ? La sœur se rend compte de mon malaise dans cette colonie. Elle appelle la direction qui convient qu'il faut mieux me ramener chez moi.
1 mois et demi se sont déjà écoulés. Il ne reste plus que 2 semaines, rétorque le directeur assez mécontent. La sœur insiste. On ne peut pas non plus garder cet enfant tout ce temps à l'hôpital. La décision est prise. Je récupérerai mes affaires à la colonie et une monitrice m'accompagnera en train de Rabat à Meknès. Un télégramme est envoyé à mon père pour qu'il vienne me chercher. Préparant mon bagage, je ne retrouve presque plus rien. Ma valise a été de toute évidence visitée, tout a disparu. Je n'ai même plus mes sandalettes, mais ça n'est pas grave puisque j'ai l'habitude de marcher pieds nus. Je suis tellement contente de partir, que même les petits objets auxquels je tiens me sont devenus indifférents. Je pars, je vais retrouver mes camarades, ma maison, ma chienne Samba et toute la petite ménagerie, la chèvre qui dévore le linge dès qu'il est suspendu, les poules et leurs petits, les lapins dans les clapiers qu'on libère de temps à autre juste pour le plaisir de leur courir après, le gros crapaud qui se cache dans les conduites d'eau dont on essaie de le faire sortir, le lézard des sables que l'on taquine dans sa cage, les pigeons qui couvent leurs œufs, la tortue que l'on fait glisser d'un bout à L', autre du couloir carrelé entre 2 parties d'osselets, les cigognes qui ont construit comme tous les ans leur nid sur le haut de la cheminée. Une de mes amies a une volière avec des perroquets. Que d'heures passées à rire chaque fois qu'on leur apprend un mot à répéter. C'est de tous ces petits bonheurs dont j'ai un besoin vital. Mon père me retrouve à la gare, sale, pieds nus et presque en haillons. Où sont tes affaires ? Me demande-t-il au lieu de m'embrasser et de demander de mes nouvelles. Je ne sais pas. Je ne les ai pas retrouvées en revenant de l'hôpital. Il a l'air de découvrir que j'ai été malade, ce dont on n'a pas dû vraiment l'informer. Il me questionne et je me souviens de mes réponses. Je sais pas. Ce qu'il a excédé, vous vous en doutez. Je n'ai pas évoqué ma mère, dont je ne dirai que peu de choses. Si ce n'est qu'avant mon départ en colonie de vacances, cela faisait déjà presque 3 ans qu'elle nous avait quittés un beau matin, nous laissant seuls. J'avais alors à peine 7 ans et mon frère 5 ans. Elle n'avait emmené que ma petite sœur, âgée de 3 ans, pour vivre sa vie avec un beau et jeune militaire. Elle était partie pour la France sans même nous dire au revoir et nous embrasser. Nous étions à la piscine à patauger dans le petit bac avec nos camarades et à 13h, lorsque nous sommes rentrés pour déjeuner, la bonne nous a servi le repas, en silence, avant de rentrer chez elle. Nous avons passé la nuit seuls, mon frère et moi, sans comprendre ce qui nous arrivait. Au petit matin, comme d'habitude, la bonne nous a réveillés, petit déjeuner, toilette, ménage. Une autre bonne est arrivée avec des provisions, et s'est mise à préparer le repas de la journée. Elles avaient reçu des instructions. Je les entendais parler entre elles en arabe, et comme je comprenais bien cette langue, j'ai réalisé que ma mère nous avait quittés définitivement. Les bonnes s'alarmaient des problèmes que mon père allait rencontrer, lui qui était toujours en déplacement, et elles appréhendaient son éventuelle colère. « Ah Willy, quelle catastrophe !» disaient-elles en chœur en se tenant le visage à 2 mains. Elles étaient depuis longtemps chez nous, et je les aimais bien. Elles étaient un peu simplettes mais très dévouées. Quasiment toutes les familles avaient à leur service 2 ou 3 bonnes qui habitaient la Casbah, à quelques kilomètres du village. Elles étaient assez pauvres, et ne vivaient que de ces quelques heures de travail. Le lave-linge n'existait pas et les femmes du Méla, le quartier juif, venaient faire 1 fois par semaine la lessive et le repassage. Mon père, en découvrant son infortune, s'est organisé autrement. Il a engagé à demeure une autre jeune femme, prénommée Béda, et a remercié les autres bonnes. Béda était plus vive, plus intelligente, plus autoritaire que les autres et parlait bien le français. J'ai eu moins d'atomes crochus avec elle qu'avec les autres, et j'ai commencé à souffrir de l'abandon de ma mère. Au fil du temps, tout s'est petit à petit estompé, jusqu'à l'oubli. C'est une grande faculté qu'ont les jeunes enfants d'oublier. Nous ne manquions de rien. Mon père, militaire de carrière, ne faisait que de brèves apparitions du fait de son travail. Nous étions contents de le voir sans plus. La communication avec lui était restreinte. C'était un taiseux. Je me suis épanouie à l'école. J'aimais apprendre, j'étais calme, appliquée et studieuse. C'était un souci en moins pour mon père. Mon petit frère. C'était autre chose. Il était assez turbulent, taquin, moqueur. Je ne m'en occupais pas mais s'il cherchait la bagarre, je savais me défendre. Un jour notre directrice d'école, Madame Ivar,
commence à nous parler des métiers. Tout un monde, cela attise notre curiosité. On peut faire tant de choses différentes, tout en sachant qu'un grand nombre de professions sont réservées aux hommes, comme pilote d'avion, explorateur, capitaine ou commandant de navire, ingénieur, menuisier, électricien, boucher, boulanger, vétérinaire et même docteur, et j'en passe. Il y avait aussi très peu de maîtresses, ainsi qu'on appelait les institutrices, aujourd'hui professeurs des écoles. À notre connaissance, les femmes n'étaient que mères de famille et celles qui devaient travailler. C'était parce qu'elles n'avaient pas une belle vie, nous disait-on. Nous étions en 1953, et quelques parents avaient encore un comportement bien archaïque. Les femmes n'avaient pas encore une identité professionnelle suffisamment forte pour s'opposer à la mentalité de certains hommes. De retour à la maison, mon père me demande pour la première fois ce que j'ai fait en classe. Passionné par le sujet, je lui réponds que je viens de découvrir plein de métiers, mais que moi je sais ce que je vais faire. Ah bon, me dit-il, et qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être infirmière. Et je le regarde droit dans les yeux, espérant un compliment ou un encouragement. Que nenni, je vois son visage se renfrogner et il me répond d'un ton sec. Il n'en est pas question. Les infirmières des filles à soldats. Autant aller dans un bordel directement. C'était quoi un bordel? Je ne comprends pas la raison d'un tel rejet de ce métier. J'entends mon père continuer à marmonner. Certainement pas. Tu vas apprendre à faire la cuisine, à coudre et à tricoter. Une femme, c'est fait pour élever les enfants, les nourrir et les habiller. J'ai l'impression de recevoir le ciel sur la tête, et je ne dis plus un mot. Le lendemain, à l'école, notre maîtresse nous demande si nous avons réfléchi aux différents métiers. S'il y en a un qui nous intéresse, elle pourra nous donner plus d'informations à son propos. Tous mes camarades sont interrogés les uns après les autres, et répondent sérieusement. Les filles envisagent de devenir maîtresses d'école, secrétaires, coiffeuses et les garçons gendarmes, boulangers, mécaniciens, facteurs, menuisiers, etc. Ce sont les métiers qui se pratiquent dans notre village, et nous n'en connaissions pas d'autres, tellement persuadés que toute notre vie se passerait ici. Quand on arrive à moi, je n'ose pas dire infirmière puisque mon père s'y oppose. Je réponds accordéoniste. Éclat de rire général, je ne sais pas pourquoi. Toute la classe se moque de moi. Madame Ivard est étonnée. Elle ne s'attendait pas à une telle réponse de ma part, moi qui suis sa meilleure élève. Elle convoque mon père pour lui faire part de mes envies de jouer de l'accordéon. Elle est inquiète. Je dois passer en 6e où déjà les enfants sont légèrement orientés. Rebelote. Mon père m'accueille fraîchement en fin de journée et me demande à quel moment je vais devenir sérieuse. Je vais t'en donner moi de l'accordéon, me dit-il pour mettre un terme à la discussion. Pourquoi ai-je dit cela? J'avais su par mon père qu'il avait en France 2 frères jouant de l'accordéon. Alors où est le mal? J'annonce à ma directrice à la fin de l'année scolaire mon projet de devenir infirmière, mais lui dis que mon père me l'interdit. Elle me conseille d'être plutôt sage-femme. Je lui réponds que je n'aime pas les cris des bébés. Je veux devenir infirmière. Un autre instituteur présent me reprend tout de go et avec beaucoup de mépris. Eh bien, ma petite, il va falloir que tu te lèves de bonne heure pour réussir, c'est une profession très difficile et malingre comme tu l'es, tu ne résisteras pas longtemps. Tout est dit. Je n'ai plus qu'à m'incliner, et à devenir femme au foyer dans quelques années. Quelques mois après mon retour de colonie de vacances, ma mère est revenue. Cela faisait 3 ans qu'elle nous avait quittés. Je ne l'ai pas reconnue. Elle s'est réconciliée avec mon père, a eu un 4e enfant pour repartir une seconde fois 2 ans après avec son dernier bébé dans les mêmes conditions que la première. Cette fois-ci nous restions 3 enfants tout seuls. J'ai un peu plus de 12 ans. Mon père, de nouveau mis en difficulté par le départ de ma mère, s'en prend à moi quand je lui dis que je ne suis pas sa bonne ni celle de mes frères. Quelques mois plus tard, je me sauve à mon tour pour retrouver ma mère et mon petit frère. Elle m'avait laissé son adresse cette fois-ci. Je suis restée avec elle, mais pas très longtemps. Mon père a entrepris une démarche judiciaire pour avoir la garde des enfants. Pendant ce temps-là, je vais vivre une histoire qui m'a beaucoup marquée. La voici. Lorsque mon père a obtenu du tribunal de Rabat la garde et l'autorisation de rapatrier ses enfants en France, il a informé ma mère de la décision de justice par lettre recommandée.
Je me trouvais chez elle, avec mon petit frère, et c'est moi qui ai lu ce document officiel. Mon père lui indiquait qu'il viendrait nous chercher sous 3 mois. Ma mère était entourée de nombreuses amies, venues la consoler. Amies jusqu'à ce qu'elles deviennent ennemies. C'est ainsi que les relations se font et se défont, dans ces petites communautés. Nous habitions alors un joli village minier, Louis-Gentil, devenu par la suite Youssoufia. Une amie de ma mère, Zora, était enceinte jusqu'à la glotte, expression arabe, c'est-à-dire prête à accoucher de son premier enfant. Zora était adorable. Elle vivait à 20 km de Youssoufia, à Chemaïa. Son mari, Abderrahman, était sans doute le plus cultivé du village, parfaitement bilingue français-arabe et peut-être connaissait-il aussi un peu d'espagnol. C'était un homme jeune, grand, mince, élégant, souriant, aimable, discret et souvent drôle. Il avait à mes yeux d'enfant beaucoup de qualités. Un seul défaut, il fumait beaucoup trop, et pas n'importe quoi, du hashish. Que l'on appelait le kiff. Le hashish n'était pas à la mode comme aujourd'hui. Au Maroc, les consommateurs de kiff étaient mis à l'index. Ils étaient infréquentables. C'est sans doute pour cela qu'Abderrahman n'avait pas beaucoup d'amis. Il vivait de son travail dans l'administration, et rentrait chez lui pour écouter de la musique et lire. C'était un solitaire. Zora ne parlait que l'arabe. Elle était illettrée mais parfaite maîtresse de maison, jeune, jolie, un peu plus grosse que son mari. Au Maroc, la beauté des femmes n'obéit pas aux mêmes critères qu'en France. Une belle femme est très blanche, avec de longs cheveux noirs et des rondeurs partout. Pour être ronde, Zora l'était. Enceinte, elle arrivait à son terme et me paraissait énorme. Inquiète au sujet de son prochain accouchement, elle est venue demander à ma mère si je pouvais rester quelque temps avec elle car elle n'envisageait pas de déranger son mari quand les premières douleurs arriveraient, ce qui était imminent. Ma mère m'a rassurée, moi qui n'avais jamais assisté à un accouchement. Mon rôle ne consisterait qu'à aller en courant à la petite clinique prévenir l'infirmier de garde ou le médecin, s'il y en avait un ce jour-là. Je commençais donc mes gardes. Quelques jours passent tranquillement. Nous sommes en juillet, il fait très chaud, je ne sors presque pas, j'aide la petite Ito, la bonne de Zora, à préparer les repas, je m'initie à la cuisine marocaine. Zora ne fait que se reposer, elle est comme la reine des abeilles, elle se nourrit et elle dort. Et nous nous agitons tous autour d'elle pour l'aider et la servir. Une reine. Je bavarde beaucoup avec Abderrahman, nous jouons aux cartes et aux dames tous les soirs. Pour dormir, des matelas sont mis à terre sur un épais tapis de laine et nous avons juste un drap pour nous recouvrir. Abderrahman se couche contre le mur du salon, son épouse à côté de lui et moi un peu plus loin contre les canapés. Dans cette maison, une vraie chambre à coucher n'existait pas. Un matin, très tôt, je suis réveillée par un pied qui frôle le mien. Je pense dans mon sommeil que c'est Zora qui vient de me caresser, sans le faire exprès. J'ouvre les yeux, Zora n'est plus là. Elle a dû se lever sans faire de bruit, et c'est Abderrahman qui très consciemment est en train de me toucher. Je lui jette un méchant regard. Gênée, il s'excuse. Je suis un peu troublée et ensuite très mécontente. Dans la matinée, Zora m'apporte un petit bout de papier plié en 4, tombé de la poche du pantalon de son mari, et me demande de le lui lire. Je lis à voix basse les mots griffonnés et je suis sidérée. C'est un mot d'amour que son mari vient de m'écrire. Il m'aime d'un amour profond et sincère. Il n'endort plus la nuit, je suis la plus belle de toutes, etc., etc. Je ressens une vive inquiétude, cela devient dangereux. Zora m'interroge, et je lui dis qu'il s'agit de la liste des commissions que son mari veut faire avant la naissance du bébé. Et je subtilise le papier. J'attends un moment, et exprime à Zora ma volonté de retourner chez ma mère. Elle essaie de m'en dissuader, mais je précise que ce sera juste un aller et retour pour savoir quand mon père va venir nous chercher. N'avait qu'un dirham et le voyage en taxi coûtait 1 dirham et 10 riels, c'est-à-dire environ 1 franc 50. Zora cherche en vain de la petite monnaie, mais elle n'a rien et c'est sa bonne Ito qui me fait l'avance. Je ramasse mes quelques affaires et me dirige vers la place du village afin de prendre un taxi pour Louis-Gentil. Il y en a un qui part dans quelques minutes, mais est déjà plein. J'insiste en disant que c'est urgent et le chauffeur me trouve aimablement une place. Le taxi, il faut le décrire,
est une énorme et très vieille voiture américaine ressemblant plus à un taco qu'à un taxi mais qui roule toujours. À côté du chauffeur vont monter 3 femmes et 2 enfants sur leurs genoux. À l'arrière nous serons 5, hommes et femmes serrés comme des sardines. Comme il y a encore 4 passagers assez jeunes et minces à prendre, le conducteur enlève le capot de son coffre et les voyageurs montent à l'arrière. Sur le toit du véhicule s'amoncellent cartons, paniers, baluchons et cages avec des poussins. Chargés ainsi, je me demande si nous n'allons pas tomber en panne sur cette route en plein cagnard. Tant pis, je ferai le reste du trajet à pied si nécessaire. Il faut que je rentre chez ma mère à tout prix. Je suis choquée et j'ai maintenant peur de ce qui peut m'arriver chez Zora. Abderrahmane, en rentrant chez lui, apprend mon départ. Il est très contrarié. Il va s'enfermer dans le salon qui lui sert de chambre, et se met à pleurer. En le voyant ainsi, sa femme l'interroge. Il refuse de répondre et de dîner et comme elle insiste, il jette tout par terre. Elle lui demande ce qui se passe. Il n'a rien à lui dire et se met dans une colère qu'elle n'explique pas à elle, pauvre femme qui veut comprendre et l'aider. A-t-il des soucis dans son travail ? Elle est à 1000 lieues de comprendre que mon départ est la cause de cette colère. Plus elle insiste et plus il devient fou de rage. Il se lève brutalement, bouscule Zora au risque de la faire tomber et va à la cuisine chercher un couteau pour la tuer. Ça y est, Abderrahmane est en pleine crise de violence et de démence. Les cris horribles que pousse Zora attirent les voisins. La petite Bonito a eu heureusement le réflexe d'aller immédiatement chercher du secours. L'effet gravement toxique du hashish se fait sentir. Plus de 5 personnes sont nécessaires pour maîtriser Abderrahmane. Ce bonhomme un peu malingre déploie une force insoupçonnable pour se débattre. Certains disent, il est habité par le diable. Les genounes, les diables sont rentrés chez nous, crie Zora. Conduit à la clinique avec une camisole de force, il est enfermé seul dans une pièce jusqu'à ce qu'il se calme. Le lendemain, un médecin vient le voir et discute avec lui. Il l'informe que son hospitalisation va durer plusieurs mois, le temps du sevrage de cette terrible drogue, et il le met immédiatement sous calmant. Zora, affolée, envoie aussitôt un voisin à mobilette nous prévenir et nous raconter ce qui s'est passé pendant mon absence. Elle n'a toujours pas compris ce qui a déclenché cette folie furieuse. Elle me fait savoir par ce voisin qu'elle souhaite que je l'accompagne chez le docteur pour lui poser des questions, et savoir quand son mari va revenir. J'hésite à retourner à Chemaya, ne sachant pas si je vais revoir l'amoureux, et après tout ce qui nous a été rapporté, j'ai un peu peur. Finalement, j'accepte pour Zora de m'y rendre. Je ferai le voyage d'une 20aine de kilomètres à Califourchon sur le vélomoteur du jeune homme, venu nous informer. Nous voyons le médecin français qui ne parle pas bien l'arabe, et je fais la traduction. Abderrahmane est très malade, il peut être dangereux, il doit rester à l'hôpital en isolement pendant plusieurs mois, on ne peut le voir qu'au travers de barreaux, les visites ne seront pas toujours accordées, cela dépendra de son comportement. Mais il faut compter au moins 1 année minimum d'enfermement, sinon plus. Il est devenu schizophrène. C'est une forme de folie, me dit le médecin. Moi, de la hauteur de mes bientôt 13 ans, je ne comprends pas tout. Je ne traduis qu'à moitié les informations du docteur pour ne pas effrayer Zora. Que va-t-elle devenir avec son bébé ? Heureusement son mari est salarié du Magzen, de l'État, et en cas de maladie elle peut percevoir sa paye pendant quelque temps. Zora n'a toujours pas compris ce qui a déclenché cette crise. Pour elle c'est le H et une grande fatigue au travail. Je retourne chez ma mère, accompagnée par des voisins aimables et serviables. Devant bientôt partir pour la France, je n'aurai plus le temps de retourner chez Zora. Nous nous embrassons et je lui promets de prendre de ses nouvelles, d'elle et de son bébé, et de lui en donner de ma part. Quelques jours après ce triste incident, très tard dans la nuit, Zora est transportée pour accoucher. L'ambulance n'arrivant pas assez vite, elle met au monde son bébé qui meurt à la naissance, asphyxié par le cordon ombilical enroulé autour du cou. Je n'ai été informée de ce nouveau drame que plusieurs semaines après mon arrivée en France. J'avais envoyé à Zora une carte postale pour lui dire que je les embrassais, elle et son bébé, sans savoir ce qui s'était produit. Je n'ai jamais su si elle avait reçu ma carte. J'ai appris beaucoup plus tard qu'elle avait demandé le divorce et s'était remariée. Je n'ai plus entendu parler d'Abderrahmane. Quand j'ai vu le hashish arriver en France,
Quand j'ai vu la consommation qu'en faisaient nos enfants, j'ai été prise d'une grande inquiétude et d'une grande colère contre les vendeurs venus détruire notre jeunesse. Cette drogue est dangereuse quoi qu'on en dise, et j'ai encore les plus grandes frayeurs de ce qu'elle provoque. Rares sont les Marocains qui en fument. Que font nos hommes politiques pour protéger nos jeunes enfants, du hashish, de l'alcool et d'autres drogues qui apparaissent chaque jour? Que de drames en perspective. Que fait le gouvernement marocain qui permet cette culture, ce trafic? Il faut avoir vu un homme devenir fou pour en être marqué à vie. Les événements au Maroc deviennent de plus en plus inquiétants, et mon père décide de nous rapatrier en France, dans sa famille. Puis, il réglera ses affaires avant de nous rejoindre. Comme un grand nombre de Français, il avait reçu une lettre très menaçante. Cela faisait plus de 30 ans qu'il vivait au Maroc, et n'était jamais retourné en France. Aîné d'une famille de 3 garçons, mon père a dû pendant quelques années souffrir du travail très pénible à la ferme et dès qu'il l'a pu, il s'est engagé dans l'armée pour partir au Maroc, dans les spahis. Cela a été un grand choc pour ses parents, une coupure dans leur relation s'en est suivie, mais lui pendant des années a été très heureux jusqu'à ce que ma mère ne le quitte. Arrivé en France, complètement déraciné, frigorifié par le climat, perdu dans un hameau de 5 maisons presque en ruine où ne vivaient que des personnes très âgées, je traverse un grand moment de solitude, de désarroi. Plus de bonnes pour nous servir, et je dois m'occuper moi-même de mes frères et de ma sœur. Ma détresse est grande car je ne vois pas comment, dans ce trou perdu, je vais pouvoir devenir infirmière dans ces conditions. Mon père se met en colère un jour pour je ne sais plus quel motif. Il me reproche de ressembler à ma mère, et se met à me poursuivre avec un fusil. Je m'enfuis à travers bois, effrayé. Toute la journée je me cache. À la tombée de la nuit je me retrouve dans une bourgade comprenant une église, quelques maisons, un café. Tout est fermé. Tout est dans le noir. Je me sens tellement perdu et abandonné, que je veux mourir. Je m'allonge au beau milieu de la route, me disant que le prochain véhicule qui passera va m'écraser. Je mourrai sans douleur, d'un seul coup. Mais dans ce trou des Charentes aucun véhicule ne passe en pleine nuit. Il n'y a pas le moindre bruit, même pas un rat des champs pour traverser ce bled perdu. Au bout d'une heure, je me relève. Je pense qu'il faut faire peur à mon père et je dors dans une grange trouvée au hasard. Le lendemain, je vais à pied à la ville la plus proche, à 8 km. Sans aucune hésitation, je vais à la gendarmerie me plaindre de mon père. Les gendarmes vont le chercher et nous confrontent. Je tiens tête à mon père. Les gendarmes le prennent à part et le menacent à leur tour. J'obtiens des gendarmes la promesse qu'il ne me touchera pas. Mon père en a été mortellement vexé, et ne me l'a jamais pardonné. À partir de ce jour je me mets en tête de provoquer mon père, de lui rendre la vie impossible. Je l'amène à me dire, puisque c'est ainsi tu vas aller en pension. Je ne veux plus te voir. Chic chic alors. C'est tout ce que je veux. J'ai envie de l'embrasser. Je vois le bout du tunnel. Je vais enfin pouvoir étudier tranquillement ailleurs et m'éloigner de mon frère de plus en plus méchant à mon égard et de ma sœur, une vraie petite chipie, une vraie teigne. Juste quelques petits exemples. Elle me dérobait mes timbres de collection auxquels j'étais attaché et les détruisait, ou bien prenait ma bouteille d'eau de Cologne, la remplissait d'urine et lorsque j'en mettais sur mes cheveux, mes mains ou mes bras riait à en pleurer. Lorsque j'ai fini par apprendre ce qui la faisait tant rire, je lui ai donné une bonne correction. Je me suis mise à la détester avant de me séparer d'elle, définitivement. J'avais en revanche du chagrin de quitter le plus jeune de mes frères, à peine âgé de 4 ans. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, chante Maxime Le Forestier, ça je le savais avant lui. Pour cette raison j'ai décidé à moins de 14 ans de me séparer de cette famille que je trouvais hostile à mon égard, et c'est avec beaucoup de bonheur que je suis partie en pension à Angoulême. Très vite je me fais quelques amis sensiblement de mon âge, dans une pension tenue par les religieuses de Saint-André, formées à l'enseignement. Beaucoup de discipline, une tenue stricte, jupe bleue marine et chemisier blanc, les prières matin et soir, la messe le dimanche, les repas en silence, mais on arrivait à rire et bavarder sous cap. Nous étions presque toutes pensionnaires, avec seulement une autorisation de sortie le dimanche en famille, après la messe. Celles qui habitaient assez loin, partaient le samedi après-midi. Moi, je sortais très peu, seulement quand une de mes camarades m'invitait,
mais il me fallait alors l'autorisation de la mère supérieure. Sport 1 ou 2 fois par mois en plein air et grande promenade dans la campagne, sauf si l'on souhaitait rester à l'étude pour travailler. Comme j'en ai eu très vite assez de chanter, 10 km à pied ça use les souliers. Moi qui aime marcher pieds nus, je reste avec 1 ou 2 camarades pour lire, travailler, ranger mes habits et décorer ma salle de classe de frise murale. J'aimais peindre. L'une d'entre nous a un peu d'argent de poche et va régulièrement en cachette acheter quelques bonbons ou gâteaux totalement interdits dans l'établissement. La nourriture consiste en légumes, fruits, produits laitiers, essentiellement provenant des fermes avoisinantes, quelquefois aussi protéines, œufs, jambon, poulet. Inutile de vous dire qu'il n'y a pas une seule enfant obèse. Ce mode de vie me convient parfaitement. Je me sens bien. Les années passent très vite. Je ne reçois aucune nouvelle de ma mère durant tout ce temps, pas davantage de mon père ni de mes frères et sœurs. J'apprends que mon père a fait une demande de bourse pour ne pas avoir à payer quoi que ce soit, me concernant. Je travaille bien. Je rattrape très vite l'année que je n'avais pu terminer au Maroc. Dans ce pensionnat, nous sommes 4 à vouloir faire des études d'infirmière. L'école de la Croix-Rouge n'est pas très loin, et nous guettons les élèves quand elles rejoignent leur école. Les yeux grands ouverts, on les observe, avec leurs très jolis tailleurs cintrés bleu-gris, chemise blanche et cravate bleu marine, béret brodé d'une croix rouge sur le côté, ainsi qu'un écusson sur la veste et surtout des escarpins à petits talons. Avec cet uniforme, on entre dans la classe des jeunes adultes. Nous avons toutes les 4 hâte d'y être. Le baccalauréat et le concours d'entrée à l'école d'infirmière terminé, nous apprenons avec joie que nous sommes toutes les 4 reçues. Juste un petit problème, qui me paraît insurmontable au début. Pour être admise à l'école d'infirmière, il faut obligatoirement avoir au moins 18 ans. Je viens juste de fêter mes 17 ans, et à la rentrée je n'aurai que 17 ans et 4 mois. La majorité était alors à 21 ans. La plupart des futurs élèves n'en avaient que 19, et j'étais la plus jeune. Comment faire ? Je vais voir la mère supérieure pour lui faire part de mon désarroi d'avoir à attendre encore une année, et de perdre mes camarades. Je lui dis que depuis l'âge de 10 ans je veux exercer cette profession, et que je ne sais pas ce que je vais devenir pendant un an. Sensible à mes arguments, elle prend rendez-vous avec la directrice de l'école des infirmières de la Croix-Rouge pour essayer d'obtenir une dérogation. Le jour du rendez-vous, je suis dans mes petits souliers, cela fait quelques années que je ne marche plus pieds nus, extrêmement anxieuse à l'idée que l'on me dise « le règlement c'est le règlement ». Quelle n'est pas ma surprise de voir sœur Saint-Henri, directrice de l'école d'infirmières de la Croix-Rouge, habillée d'une longue robe noire et d'une cornette blanche. Je reste bouche bée quelques instants et sans même lui dire bonjour, je lui déclare « C'est à cause de votre habit et de votre cornette que j'ai voulu devenir infirmière dès l'âge de 10 ans. » « Asseyez-vous, me dit-elle en riant, et expliquez-moi ça. » En un instant toute ma timidité et mon angoisse s'envolent, et je lui raconte toute ma vie d'un seul jet, sans hésitation. Elle m'écoute sans m'interrompre, le visage de plus en plus sérieux et je me dis « C'est fichu, elle ne voudra ou ne pourra rien faire. » Alors je continue mon histoire et lui dis « Vous savez, je sais faire les piqûres dans la fesse. »« Ah bon, comment cela ?» Et je lui raconte qu'à 12 ans, alors que j'étais encore dans mon petit village du Maroc, mon ancienne bonne est venue un matin me chercher pour faire des piqûres. Il y avait à la Casbah quelqu'un de très malade, avec une forte fièvre. Elle est allée elle-même à l'hôpital demander de l'aide. La malade ne pouvait absolument pas marcher 4 ou 5 kilomètres pour se faire soigner. Le docteur lui a donné des médicaments, des seringues en verre et des aiguilles, et lui a dit de trouver un infirmier marocain pour faire pendant quelques jours des piqûres dans la fesse. Il lui a montré où cela se faisait, et lui a recommandé de faire bouillir seringues en verre et aiguilles avant de les utiliser. Informé de la situation à son retour à la Casbah, le mari de la malade refuse qu'un homme voie les fesses de sa femme. Il faut trouver quelqu'un d'autre. C'est à moi que notre bonne a tout de suite pensé. J'ai eu beau lui dire que je n'avais jamais fait ça, elle ne m'a pas écoutée, est allée chercher ma bicyclette et m'a dit « monte ». Elle s'est assise à califourchon sur mon porte-bagages, et je me suis mise à pédaler en direction de la Casbah. Je n'y étais jamais allée. Ce sont des maisons en terre battue, en pisé, rarement en pierre dure, beaucoup de cours fermés, de toutes petites ouvertures pour ne pas laisser entrer la chaleur.
Les ruelles sont très étroites, on n'y passe qu'en carriole tirée par un âne ou en vélo. Ce sont des sentiers sablonneux et remplis de gravier. Les enfants vont tous sur la place remplir des seaux d'eau à la fontaine pour les besoins des familles, car il n'y a pas d'eau courante. Les mieux lotis ont l'électricité, d'autres utilisent encore des lampes à pétrole et des bougies. Nous pénétrons dans une cour où des poules et des poussins courent dans tous les sens. Nous sommes reçus par le mari de la malade qui m'embrasse les mains et me remercie d'être venu. Il m'explique qu'il a beaucoup de jeunes enfants et que sans sa femme, il ne peut pas s'en occuper parce qu'il travaille dans les fermes. Je comprends très bien ce qu'il me raconte dans son dialecte et j'accepte de soigner sa femme. Baraka Allah Oufik, répète-t-il pour me remercier, que la grâce de Dieu soit sur toi. Comme j'étais déjà très grande, plus d'1,65 m et j'ai encore pris quelques centimètres quelques années plus tard, il a dû me prendre pour une véritable infirmière. La malade était couchée sur un petit matelas à même le sol avec près d'elle un petit canoun, un genre de brasero en terre cuite avec des braises et une bouilloire qui chauffait. La bonne me tend les médicaments, la seringue et les aiguilles et me répète ce que le toubib lui a montré et en particulier où faire la piqûre. J'ouvre la boîte. De mémoire, c'était de la pénicilline en poudre, avec un petit flacon de liquide. Je m'installe près de la malade et commence à lire la notice. Je ne comprends rien à ce qui est écrit sur la composition du produit. Pendant ce temps-là, la bonne fait bouillir de l'eau dans une casserole avec la seringue démontée et l'aiguille. Je continue à lire les indications, les posologies, mais pour moi c'est du charabia. J'arrive enfin à un paragraphe plus à ma portée, méthode d'utilisation. Ouf, je suis sauvée. Je lis et relis, je réfléchis, et finis par comprendre qu'il va falloir remplir la seringue avec le sérum contenu dans l'ampoule. Je différencie les produits. Je dois injecter dans le flacon le sérum là où il y a la poudre blanche, bien agiter le mélange avant d'aspirer et de remplir une seconde fois la seringue. Casser l'ampoule n'a pas été très difficile, il y avait une lime, mais pour aspirer le liquide je ne savais pas comment m'y prendre. Plusieurs essais ont été nécessaires avant que ça ne marche. Ensuite j'injecte le sérum dans le flacon après avoir enlevé une petite capsule métallique, empêchant l'aiguille de traverser cette protection. Le liquide s'est vite mélangé à la poudre, à gicler en faisant un peu de mousse, ça n'était pas dit dans la notice. Et ensuite, après avoir bien agité, il fallait aspirer. L'aiguille s'est cassée, tant pis j'en reprends une plus grosse. Cette fois l'aspiration du mélange se fait plus facilement. Me voici prête pour la piqûre proprement dite. Première d'une longue série. La patiente se laisse faire de bonne grâce et me remercie d'avance. Elle se met à plat ventre, et je pique à peu près à l'endroit qui m'a été indiqué par la petite bonne. J'injecte le produit très facilement, et je retire l'aiguille et la seringue en même temps. Devant mon aisance, la bonne me saute au cou pour m'embrasser. La piqûre est faite. C'est bien, me disent-elles en chœur. Tu reviens demain ? Ah bon ? Oui, il y a encore tout ça à faire. J'ouvre le paquet et compte encore 9 flacons à injecter, 9 piqûres, une par jour, prescrites par le docteur. Cette fois je ne suis pas partante, je rechigne un peu. S'il te plaît, Baraka Allah Oufik. En rentrant à la maison, je me suis bien gardée de raconter à mon père ma performance, mais le lendemain je suis allée à l'hôpital et j'ai demandé à un infirmier que je connaissais de me montrer la technique des piqûres en lui racontant ce que j'avais fait la veille. Sauf que je n'avais eu ni alcool ni coton pour nettoyer la peau avant l'injection. J'ai eu droit à mon premier cours pratique d'infirmière. Le lendemain, je suis retournée pleine d'entrain en cachette de mon père pour mener à bien ma mission. Guérir vite cette pauvre dame pour qu'elle puisse, elle, s'occuper de ses enfants. Au terme de mon récit, les 2 religieuses me regardent un peu éberluées. Et c'est tout ? Oui, c'est tout, mais j'ai vraiment envie d'apprendre. Bien. Laissez-nous, mon enfant, nous allons nous entretenir de votre situation. Quelques longues minutes après, la porte du bureau s'entr'ouvre et sœur Saint-Henri me dit « Au revoir » sans un mot de plus. Pour moi, c'est fini. La mère supérieure est plus ouverte quand elle s'aperçoit de mon inquiétude. Je n'ose pas lui poser de questions. Elle se met à rire. Je crois que sœur Saint-Henri n'a jamais entendu une histoire pareille. Cela l'a beaucoup intriguée. Elle a voulu en savoir plus sur votre famille et je pense qu'elle va vous accepter à la rentrée. L'émotion est tellement grande que j'éclate en sanglots.
Ça y est, je vais réussir. Mon rêve d'enfant était en train de se réaliser. Je me sens libérée, je vais y arriver. Les vacances d'été vont bientôt commencer, et je me mets à la recherche d'un petit emploi pour récolter un peu d'argent de poche dont j'aurai besoin quand je serai élève infirmière. Je trouve des enfants à garder pendant 2 mois dans la région de Bordeaux. Il y a 2 petites filles de 10 et 12 ans et 2 garçons jumeaux de 8 ans. Les parents travaillent et veulent quelqu'un de sérieux pour leurs enfants. Ils me trouvent un peu jeune, mais les sœurs se sont portées garantes de ma personne. Pendant 1 semaine, ils vont me tester. Ils demeurent dans un hôtel particulier de 4 étages. Je dois faire le ménage, les lits de tout le monde, préparer les 3 repas et le goûter, mettre la table, débarrasser, faire la vaisselle, la ranger. Il y a heureusement un lave-linge, sans doute un des premiers appareils commercialisés de l'époque. Je dois mettre la lessive en route et repasser le linge lorsqu'il est presque sec. Je monte et descends sans cesse les étages. J'ai le soir à coucher les enfants après la toilette, et leur raconter ou lire des histoires. Pas 1 minute de repos, je suis exténuée mais je ne dis rien. 1 semaine plus tard, après qu'ils aient observé mon comportement, nous partons tous au bord d'un lac dans les Landes. Nous allons occuper une jolie maison toute neuve, dont la famille vient de faire l'acquisition. J'ai apprécié cette période où les parents ne venaient plus que le week-end. Je restais seule avec les enfants, assez gentils et bien élevés dans l'ensemble. Les jumeaux étaient adorables. Je les accompagnais au bord du lac matin et après-midi pour les baignades. Le secteur n'était pas dangereux, il n'y avait pas de vagues et on pouvait aller très loin avant de perdre pied. Les week-ends j'étais assez libre et je pouvais rencontrer sur la plage des jeunes de mon âge, jouer avec eux au volley-ball et m'initier au tennis. Nous parlions de nos prochaines études et de notre avenir. J'ai eu pour la première fois l'autorisation d'aller danser un soir et d'écouter chanter le jeune et beau François de Guelt. Au mois d'août nous devions changer de région et toute la famille partait dans le Massif central, dans un joli petit village tout près de Clermont-Ferrand, sur des hauteurs d'où l'on apercevait très bien le Puy-de-Dôme. La très grande maison familiale permettait à toute la famille de se retrouver, grands-parents, parents, frères et sœurs, cousins et cousines. Cette famille avait une particularité. Le couple des grands-parents avait eu 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon avait eu 7 filles et la fille 7 garçons. Sur les 7 filles, 5 se sont mariées et 2 sont devenues religieuses tandis que sur les 7 garçons, 6 sont devenus prêtres et le 7e, le plus jeune, menait des études de droit. Ce dernier partageait nos vacances à la montagne. La dame chez laquelle j'étais était l'une des 5 filles mariées, elle-même mère de 4 enfants, les 2 filles et les garçons jumeaux que je gardais. Nous faisions de longues promenades en montagne et avons gravi le Puy-de-Dôme. Les enfants infatigables couraient dans tous les sens toute la journée. Je devais m'occuper d'eux, jouer avec eux et aider un tout petit peu la cuisinière et la femme de ménage. J'étais libre le dimanche, et j'allais faire la connaissance de jeunes également en vacances dans ce village. Ces 2 mois de vacances travaillées, arrivant à leur fin, il a fallu regrouper les affaires de tous et commencer à programmer le retour en passant par Limoges où nous devions nous arrêter pour embrasser la douairière de la famille, vivant encore dans un joli petit château. Pour le retour, 2 voitures ont été nécessaires. Dans l'une se sont installés les parents avec l'aîné des filles et l'un des jumeaux. L'autre petite fille, son frère le second jumeau, le cousin étudiant en droit comme conducteur et moi occupions le second véhicule. Au moment de partir, la petite fille a émis le souhait d'être assise à l'avant, à côté de son cousin qui conduisait. Sa maman est intervenue en l'obligeant, par mesure de sécurité, de s'asseoir à l'arrière. Je me suis alors retrouvée à l'avant. Les parents sont partis vers 8 heures du matin, et nous devions prendre la route vers 10 heures après avoir fermé la maison et raccompagner la cuisinière chez elle. Une demi-heure à peine après notre départ, notre voiture sur une route très sinueuse a fait une embardée, a d'abord glissé dans le ravin qui était à ma droite, et s'est mise ensuite à effectuer plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit. Jamais le temps ne m'avait paru aussi long, et le bruit aussi fracassant. J'ai perdu la notion du temps et suis restée un bon moment sans réagir. Je ne sais plus non plus comment je m'y suis prise pour sortir. Je craignais qu'un incendie se déclenche, et je me suis faufilée à plat ventre pour sortir par une fenêtre restée ouverte de mon côté. J'ai réalisé que les 2 enfants étaient là, à l'arrière,
et j'ai pu aider le jumeau à sortir difficilement. Il pleurait et saignait de la bouche. Quand j'ai pu l'évacuer, je l'ai allongé sur l'herbe un peu plus loin et je l'ai embrassé. Je lui ai dit de rester tranquille, et suis retourné chercher la petite fille qui ne bougeait pas. Je l'ai appelée par son prénom, je lui ai dit de m'aider, de remuer, elle ne répondait toujours pas. J'ai en vain essayé de la dégager. N'y parvenant pas, je suis allé sur le bord de la route chercher du secours. Très rapidement, une voiture s'est arrêtée. J'ai expliqué qu'il y avait une petite fille coincée à l'arrière de la voiture accidentée. Le conducteur du véhicule que je venais de stopper a dévalé à toute allure le ravin, et nous deux ensemble avons pu sortir cet enfant avec 1000 précautions. Il me disait « Attention, ne tirez pas, tenez bien la tête, à 3 on la soulève, on va la porter dans ma voiture, asseyez-vous devant, prenez-la dans vos bras, je vais allonger le petit à l'arrière. » J'ai pris conscience à ce moment-là que le conducteur de notre voiture n'était plus là. Notre homme providentiel est parti à sa recherche. Il est revenu en me disant « Il a dû aller chercher des secours. On n'a pas le temps d'attendre, la petite est grièvement blessée. Je suis gendarme et j'ai l'habitude de voir de grands blessés. La petite ne saigne pas, mais sa tête a doublé de volume, elle doit faire un important hématome cérébral. Mon angoisse est grande, je parle au jumeau qui me rassure d'une certaine manière. Il précise qu'il n'a pas mal et ne saigne plus de la bouche. Nous arrivons aux urgences de l'hôpital de Clermont-Ferrand. On m'arrache des bras la petite fille sans connaissance, on installe le petit garçon sur un brancard, il ne veut pas me lâcher la main, je cours auprès de lui et m'écroule à mon tour en arrivant dans le service des urgences avec une migraine effroyable. Le gendarme a disparu. Quelques minutes après, je me retrouve allongé sur un petit lit. Une personne vient m'interroger, nom et prénom des enfants, adresse des parents, où peut-on les joindre? Je me rends compte que je n'ai aucune information, je ne sais même pas où nous allions. Près de Limoges? J'ignore où se trouve le conducteur de notre voiture. Ce n'est que plusieurs heures après que l'on m'appelle pour me conduire auprès d'une personne arrivée en stop, en état de choc. C'est bien le cousin des enfants, le conducteur de notre véhicule, qui va indiquer comment joindre la famille. Les gendarmes sont arrivés pour prendre des renseignements et faire contacter les parents par la gendarmerie de Limoges. Pendant ce temps-là, je me rends près du petit garçon dont la lèvre supérieure a été suturée et qui, après avoir absorbé un calmant et sans doute un léger somnifère, dort à poing fermé. Il faut maintenant que j'aille voir la petite fille. Je me renseigne pour savoir où elle se trouve. En réanimation, me répond l'infirmière en m'expliquant comment m'y rendre. L'hôpital est immense et je me perds un peu dans les couloirs. Un monsieur qui me suivait m'interpelle. « Mademoiselle, vous avez dû perdre une chaussure, et vous avez du sang sur tous vos vêtements. » Je suis éberlué. Je me moque de marcher pieds nus avec une jupe tachée, et me voilà courant vers le service de réanimation. Personne n'a voulu me laisser entrer quand j'ai sonné à la porte de ce service, et j'ai dû insister pour voir cette petite fille et rester avec elle. Un médecin m'a laissé pénétrer, et m'approcher du box où elle se trouvait. Il me demande qui je suis, et me dit très doucement qu'elle est en train de mourir. Nous avons fait tout ce qu'il était possible pour la réanimer. Le gendarme avait donc raison. Nous attendons les parents qui ont pu nous joindre, me dit le médecin. Vous pouvez rester près d'elle, ils vont bientôt arriver. Mon Dieu, quel drame affreux que de perdre un enfant si jeune. Je me suis mise à pleurer. Quand les parents sont arrivés, je pleurais encore, et la première chose qu'ils m'ont demandé en me prenant tous les deux dans leurs bras, c'est « Comment vas-tu » Je leur ai dit que le jumeau dormait, avec seulement une petite plaie, que le neveu était en état de choc, et que tout le monde était inquiet pour la fillette. J'observais entre mes larmes le va-et-vient des jeunes infirmières tout habillées de pyjamas blancs. Ce n'est que bien plus tard que sont apparus les pyjamas verts ou bleus, une charlotte sur la tête et les mains souvent gantées au moment des soins. Elles parlaient doucement entre elles, et avaient des gestes précis qui me paraissaient bien compliqués. La petite fille avait la tête bandée, le front de plus en plus bleu, des tuyaux partout dans la bouche, dans le nez, des perfusions dans ses bras attachés. Elle était reliée à plusieurs machines qui faisaient différents bruits, et elle paraissait bien minuscule et bien fragile dans ce grand lit médicalisé. Au petit matin, la petite fille s'est éteinte,
et j'ai constaté la dignité des parents devant ce terrible événement. Le bon Dieu l'a voulu ainsi. Nous allons prier pour elle et surtout pour notre neveu qui va porter toute sa vie cette immense responsabilité, me dit la maman les yeux rougis. J'ai su plusieurs années après que lui aussi était devenu prêtre. Je n'ai jamais oublié cet accident, et j'ai toujours en mémoire la gentillesse de cette famille à mon égard et leur grande dignité devant un tel malheur. Ils ont eu plus tard un autre enfant qui est mort d'une myopathie à l'âge de 8 ans. Un malheur ne suffisait pas. Je pénétrais d'un seul coup dans le monde hospitalier, les services d'urgence, les chambres d'hospitalisation et surtout le plus impressionnant, le service de réanimation. Je n'y étais pas préparé. J'aurais pu être découragé, mais non, cela a renforcé mon besoin de soigner et de porter secours. Nous sommes tous repartis pour Limoges à la suite du décès. Le petit corps a été transporté à Bordeaux et j'ai regagné mon internat. La rentrée des classes a eu lieu moins de 10 jours plus tard. Chapitre 2, les études. C'est donc très choqué et bouleversé que je fis ma rentrée. J'ai quitté l'internat, et je partage avec 3 de mes camarades la pension Saint-André, un foyer d'accueil réservé aux plus grandes ou à celles qui travaillent déjà. Nous sommes bien installés et bien accueillis par des religieuses d'une grande discrétion, qu'on aperçoit seulement au repas. Je m'entends très bien avec une de mes colocataires, Bernadette, fille unique de propriétaire fermier qui avait accepté sans difficulté son orientation. Elle ne rentrait chez ses parents qu'une fois par mois. Elle aimait la grande ville, et voulait s'échapper à tout prix de la ferme et des animaux, me disait-elle. Elle m'amuse beaucoup avec son franc-parler, ses manières un peu sans gêne et surtout toutes les mésaventures qui lui arrivent. Je me souviens de tous nos fous rires qui m'ont fait un bien immense après la tragédie que je venais de vivre. Premier jour de classe, distribution de nos uniformes, de nos blouses, tabliers et coiffes, nous ne devions acheter que nos chaussures d'un modèle bien particulier. Les blouses et les tabliers devaient être 10 cm sous les genoux. Pas de bijoux ni de maquillage et les cheveux attachés, nous indique sœur Saint-Henri. Vous êtes ici pour avoir une tenue correcte en ville et à l'hôpital, insiste-t-elle. Il n'est pas question, mesdemoiselles, que vous vous mettiez en chasse pour épouser un médecin. C'était dit une fois pour toutes. Le soir en rentrant, mon ami se met à pouffer. Tu as entendu la sœur ? Mais moi je veux épouser un médecin, et pas un fermier et je l'ai précisé à mes parents. Bon. Alors fais bien attention parce que si la sœur l'apprend elle peut te mettre à la porte de l'école, lui dis-je le plus sérieusement du monde. C'est fou, cette idée que tu as de faire des études d'infirmière dans le but d'épouser un médecin, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Le lendemain, distribution de nos livres et de notre emploi du temps. Le premier mois est un mois de probation à l'issue duquel on saura si nous sommes aptes ou pas à continuer nos études. Sœur Saint-Henri est directrice de l'école, qu'elle mène d'une main de fer. Elle est secondée d'une charmante monitrice assez âgée, impeccable dans son tailleur Croix-Rouge, toujours joliment coiffée, chargée de certains cours théoriques et nous considérant comme ses enfants. Elle nous apprend qu'à l'issue de la période probatoire, il y aura un bizutage par les élèves de 2e année qui choisiront chacune une cadette et travailleront avec nous en binôme à l'hôpital le plus souvent possible. Le bizutage arrive, c'est un peu la fête dans les couloirs, nous apercevons nos aînés qui commencent à nous menacer. Nous sommes assises dans une salle de classe, attendant que l'on nous appelle. La plus grande, et aussi la plus âgée, est appelée la première. Un très long moment s'écoule, avant que l'on ne m'appelle à mon tour. J'entre dans une salle plongée dans l'obscurité. On me bande les yeux, et je dois faire à genoux le tour de la table installée au milieu de la pièce. J'entrevois la première fille allongée, et entièrement enveloppée de bandages de la tête aux pieds. Elle doit rester ainsi en momie pendant toute la cérémonie. On me demande mon nom, et l'on m'assoit sur une chaise en m'annonçant que l'on va me faire des pointes de feu dans le dos. Et j'ai intérêt à ne pas crier. Je ne suis pas très rassurée, des pointes de feu. Mais ça n'est qu'un bizutage, restons calmes. Une personne défait mon chemisier, et une autre me verse dans le dos une carafe de glaçons. Surprise, je réagis quand même en poussant un cri pendant que toutes les spectatrices éclatent de rire. Ça n'est pas bien méchant. Je dois trouver une place et assister à la suite du bizutage. Vient le tour de mon ami, les mains attachées dans le dos.
On lui applique sur le visage un pansement américain sur lequel a été étalée de la pommade à base de poisson, mélangée à du camembert et à de la confiture de framboise, pour imiter un pansement d'escar. On lui badigeonne le visage de cette affreuse mixture, et on lui introduit la tête dans un sac de plumes dans lequel elle doit souffler. Bien entendu, les plumes viennent se coller sur son visage. On ne peut pas faire autrement que de rire à gorge déployée quand elle relève la tête. C'est l'hystérie collective. Quant à la troisième victime, elle a dû boire avec une sonde urinaire dans un pistolet rempli d'un liquide ayant l'apparence d'urine infectée. Elle s'est rebiffée un moment, mais a dû s'incliner. C'était du thé sucré avec de la grenadine. Le bizutage d'une autre, les yeux bandés et les mains attachées dans le dos, consistait à sucer des suppositoires à la glycérine après les avoir cherchés et attrapés sur le corps de la momie. Une autre a eu visage, bras, mains et jambes peints au bleu de méthylène, etc., etc. Après chaque bizutage, nous avions droit à une grosse croix rouge au mercurochrome sur la totalité du visage et nous devions jurer obéissance à notre aîné. À la fin de la fête, obligation de traverser la ville à pied sans nous nettoyer, ce qui amusait beaucoup les passants que nous rencontrions. Les deuxièmes années ne nous ont pas ratés. Joyeux souvenirs dont on a longtemps parlé. Lorsque toutes les nouvelles ont été bizutées, nous avons eu droit à un goûter légèrement alcoolisé. Cette petite fête était extrêmement sympathique. Ce petit baptême nous a finalement rapprochés des deuxièmes années. Nous avons commencé nos stages à l'hôpital avec moins d'inquiétude. Nos aînés n'étaient pas avares de conseils, et nous encadraient très sérieusement. Un jour, 2 d'entre elles m'ont prise à l'écart et m'ont demandé qui j'étais. La fille de quelle personnalité de la ville? Pourquoi me demandez-vous cela? Pourquoi? Mais parce que toute la classe a reçu l'ordre formel d'être extrêmement délicat avec toi, sans qu'on ne nous donne plus de précision. On doit te ménager tout au long de l'année, alors on veut savoir qui tu es. J'ai moi-même été surprise d'une telle attention de la part de Sœur Saint-Henri, mais ma situation et l'accident que je venais de vivre l'avaient amené à donner des instructions à mes camarades, ce qui bien entendu les avait beaucoup intrigués. Je leur ai dit venir du Maroc, qui pour elles était aussi loin et inconnu que le Pérou, n'avoir presque pas de famille, mais surtout avoir été victime d'un terrible accident de la route au cours duquel j'avais assisté à la mort d'une petite fille de 8 ans que j'avais gardée pendant les vacances. J'en ai dit le moins possible, mais cela a suffi pour qu'elle m'embrasse et diffuse l'information aux autres, impatiente d'en savoir plus à mon sujet. L'année s'est très bien passée. Stage tous les matins à l'hôpital ou en clinique. Cours les après-midi jusqu'à 20h toute la semaine. Interdiction de s'absenter, d'arriver en retard, sinon de lourdes sanctions tombaient. Un énorme travail de cours à apprendre le soir, des dimanches très studieux pour tenir le rythme. Comme j'avais une assez bonne mémoire, j'écoutais les cours avec beaucoup d'attention, m'obligeant à tout enregistrer du premier coup. Cela me permettait de dormir plus tôt et de récupérer plus vite l'énorme fatigue de la journée. Le résultat ne s'est pas fait attendre. J'ai obtenu les meilleures notes de la classe lors du passage en 2e année. Mes camarades étaient aussi douées que moi. Simplement elles travaillaient moins parce qu'elles avaient d'autres activités, cheval pour l'une, tennis pour une autre, surprise party, cinéma. Elles avaient toutes des distractions qui les empêchaient de suffisamment travailler les cours et par conséquent affectaient leurs résultats. Il faut savoir qu'en 2 ans nous apprenions un programme condensé équivalent à 4 années de médecine. Le programme était tellement lourd, avec en plus les stages à l'hôpital, que les études actuelles sont à présent dispensées en 3 ans. J'étais passionnée par tout ce que j'apprenais, et tout ce que je découvrais. Ce qui nous avait fait toutes rougir, c'était de découvrir les dessins d'anatomie des hommes. Sœur Saint-Henri nous avait prévenus de ne pas manifester de gêne ou d'émotion, en découvrant le sexe masculin. Là encore tout était dit. Il y en a des gros, des petits, de très petits, d'autres qui disparaissent presque totalement, n'allez pas les chercher, l'essentiel c'est qu'ils puissent uriner. Elle nous décrit la taille et la longueur normale. Qu'une religieuse nous donne tous ces détails nous surprenait beaucoup. Ça deviendra encore plus scabreux lorsqu'elle nous fera un cours sur les matières fécales, la couleur, la forme, les odeurs, tout y passe, c'est écœurant et pourtant très intéressant. Elle conclut en disant « N'ayez pas peur d'y mettre les mains. » Bien des diagnostics de certaines maladies proviennent de l'observation des selles.
On ne le saura que bien plus tard. On a tout en mémoire l'odeur d'un méléna. Mes repos les dimanches étaient très studieux. Un jour, sœur Saint-Henri et la monitrice, Madame Carré, m'ont convoqué dans leur bureau et j'ai eu droit à des embrassades et des félicitations. J'ai été très émue de cet encouragement affectueux, dont j'avais tellement besoin. J'en ai profité pour demander à sœur Saint-Henri et à Madame Carré si elles pouvaient me trouver un petit travail pendant le mois de vacances. Quelques jours plus tard, elles me proposent de garder tous les soirs un couple de personnes âgées dont le mari est cardiaque. En cas de crise, il faut lui donner des comprimés de trinitrine et si ça ne passe pas, lui injecter un produit prescrit par son médecin. Ces gens modestes et très gentils m'ont bien reçu et m'ont attribué une chambre au sous-sol de leur maison, près de la cave. Ils devaient me proposer un repas le soir, et j'avais accepté de dîner avec eux. Nous bavardions peu, ils préféraient écouter la radio en mangeant. Une fois terminé le repas, extrêmement léger, j'aidai la vieille dame à débarrasser la table et à faire la vaisselle. Le malade a fait plusieurs crises cardiaques, soit en début de soirée, soit en pleine nuit. Je me levai pour l'aider et le soigner, et ne me recouchai que lorsque la crise avait totalement disparu. L'épouse avait du mal, une fois allongée, à se relever, et je devais intervenir aussi quand elle était prise d'un besoin pressant, au cours de la nuit. Debout presque toutes les nuits avec l'inquiétude de ne pas les entendre s'ils m'appelaient, je dormais finalement très peu. À la fin du mois, j'ai remercié ces braves gens et leur ai demandé de me payer. État de choc. Ils ont tous les deux ouvert la bouche, et aucun son n'en est sorti pendant quelques secondes. Mais un véritable orage s'est soudain déclenché. Comment cela ? On vous a logé, on vous a nourri et il faut en plus vous payer ? Mais ça ne va pas se passer comme ça, vous n'aurez rien car vous êtes stagiaire et ça fait partie de vos études. On a été bien brave de vous accueillir. Je pense qu'il y a un malentendu, monsieur. Je suis effectivement stagiaire, mais je suis en vacances et j'ai souhaité travailler pendant cette période pour mon argent de poche. Mais si vous ne voulez pas me payer, tant pis pour moi. J'ai donc essuyé une tempête. Plein de reproches, pas un remerciement pour tout ce que j'avais fait presque toutes les nuits. J'ai surmonté ma timidité, pris mon courage à deux mains pour téléphoner à la monitrice et lui faire part de ma mésaventure. Ne vous inquiétez pas, mon petit. Je vais aller les voir et leur expliquer qu'ils ont mal compris votre intervention. Quelques jours plus tard, la monitrice m'a indiqué avoir réglé le problème, non sans mal, et que je devais passer prendre mon argent. Je redoutais un peu de les revoir, mais j'avais besoin des 300 francs négociés par la monitrice. Je me suis donc rendue chez ce couple, qui m'attendait visiblement de pied ferme. Je leur ai demandé comment ils allaient tous les deux, et qui s'occupait d'eux. Ils m'ont répliqué vertement. Ça n'est plus votre problème. Bon. Alors vous voulez de l'argent ? Voilà tout ce qu'on a, 150 francs. Mais, ai-je commencé à dire. Il n'y a pas de mais, c'est à prendre ou à laisser. On n'a rien à vous donner de plus, me répondent-ils presque en chœur. J'ai donc pris mes 150 francs et j'ai quitté cette maison, les larmes aux yeux. Tant pis pour moi. En seconde année d'études et pour les 15 jours de vacances de Pâques, la directrice nous propose de travailler chez un médecin bien connu de la ville, un pneumologue, celui-là même qui nous donnait des cours de sa spécialité. Il fallait remplacer sa secrétaire, taper à la machine les comptes rendus, développer les radiographies et faire un peu de classement. Aucune main ne se lève, toutes mes camarades ont des projets de vacances sauf moi. La directrice me fixe du regard et m'interroge. Je n'ose lui dire non. Elle a été si gentille avec moi et j'accepte donc d'effectuer le remplacement de la secrétaire du docteur. Il se trouve que je sais un peu taper à la machine à écrire. Je me rends au cabinet du médecin. La secrétaire est charmante et me remercie d'avoir la gentillesse de la remplacer. Elle me demande de faire surtout des classements qu'elle n'a pas eu le temps d'effectuer depuis des années. Les archives se trouvent dans le grenier auquel on accède par une petite échelle, et c'est courbé en deux que je vais devoir classer toutes les radiographies jetées pêle-mêle à même le sol. Je suis effrayée par la masse de radios à classer par date, année, ordre alphabétique, etc. J'ai l'impression d'être tombée dans un piège et de ne pouvoir reculer. Le médecin est gentil, courtois, et m'apprend beaucoup de choses en radiologie. À midi, une femme de ménage m'interrompt,
m'apporte un plateau avec une assiette de tomates coupées en tranches et du jambon, un peu de pain, un yaourt et un verre d'eau. Je la remercie et grimpe dans le grenier presque tous les jours. Finalement, ça va plus vite qu'il n'y paraissait, et à la fin de la première semaine j'ai tout rangé, tout classé, tout nettoyé. J'étais en plus à jour dans mon petit travail quotidien. Lorsque la secrétaire est revenue, elle était tellement contente de tout ce que j'avais fait qu'elle a immédiatement appelé sœur Saint-Henri pour lui témoigner sa satisfaction. Répercussion immédiate, j'ai été félicitée par la sœur à laquelle j'ai indiqué n'avoir pas été payée. Elle m'a contactée un peu plus tard. Le docteur s'excusait, persuadé que mon travail chez lui rentrait dans le cadre des stages que devaient effectuer les élèves infirmières. Lis repetita. Sœur Saint-Henri n'était pas femme à se laisser faire, et lui a précisé qu'il n'y avait pas de stage de secrétaire dans notre formation. Elle m'a remis un billet de 100 francs pour mes 15 jours de travail à plus de 8 heures par jour. Tant pis pour moi, c'est la seconde fois que je me fais avoir. J'ai su par la suite que la secrétaire gagnait près de 600 francs par mois. Charitablement, j'ai été en plus nourrie. La deuxième année se termine et nous avons beaucoup appris. L'enseignement est très dense, théorie, pratique, stage de nuit, bloc opératoire, réanimation, urgence, consultation, maternité, service de pédiatrie, chirurgie, médecine, maladies infectieuses, ORL avec toutes les trachéotomies et les canules à nettoyer, ophtalmologie. Seule la pneumologie avec les tuberculoses était un stage plus court en raison de risques de contamination. Les services de gériatrie sont ceux que redoutent toutes les stagiaires avec les incontinents, les grabataires, les agités, les soins d'escar, et puis les grands brûlés en chambre stérile, les amputés, les cancéreux, les fins de vie. Bref, un monde de misère, de souffrance et pourtant, malgré tout, nous travaillions avec beaucoup d'entrain et restions joyeuses et souriantes. À aucun moment, nous n'avons été découragés. Nous étions dans un monde très particulier, soigner des personnes toujours à la limite entre la vie et la mort. Dans chaque service, il y avait une sœur de Saint-Vincent de Paul qui assumait les fonctions de surveillante, une infirmière en titre et 4 stagiaires, 2 en première année et 2 en seconde année, des aides-soignantes peu nombreuses, 2 ou 3 selon les services, plus les femmes de ménage, bien évidemment un médecin-chef et sa cour d'internes et d'externes détachés des hôpitaux de Bordeaux et une secrétaire. Et tout ce personnel, au service de 45 à 60 patients par service, fonctionnait tambour battant. Je n'oublie pas le service de nuit où des femmes très dévouées, des aides-soignantes pour la plupart nous permettaient d'aller nous reposer quelques heures après les soins du soir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.